Bonsoir à tous, bienvenue dans Voyage au bout de la nuit sur D8. Je suis ravie de partager ce moment de lecture avec vous, où nous sommes en compagnie toujours de Cyrano de Bergerac. Vous avez des suggestions de livres, des récits à nous faire parvenir. Vous pouvez nous les faire parvenir, bien sûr, au 1 rue Les Enfants du Paradis à Boulogne. Ou alors, vous avez le hashtag VBN que vous connaissez tous. Lire, c'est entretenir son imaginaire, voyager dans les méandres de son subconscient. La jouissance de la grande évasion spirituelle et grâce à Voyage au bout de la nuit, nous allons plonger dans une fiction de Cyrano de Bergerac, Les États et empires de la Lune. Je m'en étais arrêtée à la page 76. Il disait donc, à ce que je me suis fait depuis interpréter, qu'infailliblement j'étais la femelle du petit animal de la reine. Ainsi, je fus en qualité de telle ou d'autre chose menée droit à l'hôtel de ville où je remarquais, selon le bourdonnement et les postures que faisaient et le peuple et les magistrats, qu'ils consultaient ensemble ce que je pouvais être. Quand ils eurent longtemps conféré, un certain bourgeois qui gardait les bêtes rares supplia les échevins de me prêter à lui, en attendant que la reine m'envoyât quérir pour vivre avec mon mâle. On n'en fit aucune difficulté, ce bateleur me porta en son logis. Il m'instruisit à faire le godenout, à passer des culbutes, à figurer des grimaces. Et les après-dîners faisaient prendre à la porte de l'argent pour me montrer. Enfin, le ciel, fléchi de mes douleurs et fâché de voir profaner le temple de son maître, voulut qu'un jour, comme j'étais attachée au bout d'une corde, avec laquelle le charlatan me faisait sauter pour divertir le badaud, un de ceux qui me regardaient, après m'avoir considéré fort attentivement, me demanda en grec qui j'étais. Je fus bien étonnée d'entendre là parler comme en entremonde. Il m'interrogea quelque temps, je lui répondis et lui contai ensuite généralement toute l'entreprise et le succès de mon voyage. Il me consola, et je me souviens qu'il me dit « Eh bien, mon fils, vous portez enfin la peine des faiblesses de votre monde. Il y a du vulgaire ici comme là, qui ne peut souffrir la pensée des choses où il n'est point accoutumé. Mais sachez qu'on ne vous traite qu'à l'appareil, et que si quelqu'un de cette terre avait monté dans la vôtre avec la hardiesse de se dire homme, vos docteurs le feraient étouffer, comme un monstre ou comme un singe possédé du diable. » Il me promit ensuite qu'il avertirait la cour de mon désastre. Il ajouta qu'aussitôt qu'il m'avait envisagé, le cœur lui avait dit que j'étais un homme, parce qu'il avait autrefois voyagé au monde d'où je venais, que mon pays était la Lune, que j'étais gaulois et qu'il avait été jadis demeuré en Grèce, qu'on l'appelait le démon de Socrate, qu'il avait depuis la mort de ce philosophe gouverné et instruit à Thébès Épaminondas, qu'ensuite, étant passé chez les Romains, la justice l'avait attaché au parti du jeune Caton. Puis, après son trépas, qu'il s'était donné à Brutus. Que tous ces grands personnages n'ayant rien laissé au monde à leur place que l'image de leur vertu, il s'était retiré avec ses compagnons tantôt dans les temples, tantôt dans les solitudes. Enfin, ajouta-t-il, le peuple de votre terre devint si stupide et si grossier que mes compagnons et moi
perdîmes tout le plaisir que nous avions pris autrefois à l'instruire. Il n'était pas que vous n'ayez entendu parler de nous. On nous appelait oracles, nymphes, génies, fées, dieux foyers, lémures, larves, lamies, farfadets, naïades, incubes, ombres, mânes, spectres, fantômes. Et nous abandonnâmes votre monde sous le règne d'Auguste, un peu après que je me fus apparu à Drussu, fils de Livia, qui portait la guerre en Allemagne, et que je lui défendis de passer outre. Il n'y a pas longtemps que j'en suis arrivée pour la seconde fois depuis 100 ans ça. J'ai eu commission d'y arriver un voyage. Je rôdais beaucoup en Europe et conversais avec des personnes que possible vous aurez connues. Un jour, entre autres, j'apparus à Cardan comme il étudiait. Je l'instruisis de quantité de choses, et en récompense, il me promit qu'il témoignerait à la postérité de qui il tenait les miracles qu'il s'entendait décrire. J'y vis Agrippa, l'abbé Tritem, le docteur Faust, la Brosse, César, et une certaine cabale de jeunes gens que le vulgaire a connus sous le nom de chevaliers de la Rose-Croix, à qui j'enseignais quantité de souplesse et de secrets naturels qui, sans doute, les auront fait passer chez le peuple pour de grands magiciens. Je connus aussi Campanella. Ce fut moi qui l'avisai, pendant qu'il était à l'Inquisition à Rome, de styler son visage et son corps aux grimaces et aux postures ordinaires de ceux dont il avait besoin de connaître l'intérieur afin d'exciter chez soi, par une même assiette, les pensées que cette même situation avait appelées dans ses adversaires, parce qu'ainsi ils mangeraient mieux leurs âmes quand ils la connaîtraient. Il commença à ma prière un livre que nous intitulâmes de Sensus Rerum. J'ai fréquenté pareillement en France la Motte, le Vaillé et Gassendi. Ce second est un homme qui écrit autant en philosophe que ce premier y vit. J'y ai connu aussi quantité d'autres gens que votre siècle traite de divins, mais je n'ai rien trouvé en eux que beaucoup de babil et beaucoup d'orgueil. Enfin, comme je traversais de votre pays en Angleterre pour étudier les mœurs de ses habitants, je rencontrai un homme, la honte de son pays. Par certes, c'est une honte au grand de votre état de reconnaître en lui, sans l'adorer, la vertu dont il est le trône. Pour abréger son panégyrique, il est tout esprit, il est tout cœur. Et si donner à quelqu'un tous ces deux qualités dont jadis suffisait à marquer un héros n'était dire Tristan l'ermite, je me serais bien gardé de le nommer, car je suis assurée qu'il ne me pardonnera point cette méprise. Mais comme je n'attends pas de retourner jamais en votre monde, je veux rendre à la vérité ce témoignage de ma conscience. Véritablement, il faut que je vous avoue que, quand je vis une vertu si haute, j'appréhendais qu'elle ne fût pas reconnue. C'est pourquoi je tâchais de lui faire accepter 3 fioles. La première était pleine d'huile de taque, l'autre de poudre de projection, et la dernière d'or potable, c'est-à-dire de ce sel végétatif dont vos chimistes promettent l'éternité. Mais il les refusa avec un dédain plus généreux que Diogène ne reçut les compliments d'Alexandre quand il le vint visiter à son tonneau. Enfin, je ne puis rien ajouter à l'éloge de ce grand homme, si ce n'est que c'est le seul poète, le seul philosophe et le seul homme libre que vous ayez. Voilà les personnes considérables avec qui j'ai conversé. Tous les autres, au moins de ceux que j'ai connus, sont si forts au-dessous de l'homme que j'ai vu des bêtes
un peu plus haut. Au reste, je ne suis point originaire de votre terre ni de celle-ci. Je suis née dans le soleil, mais parce que quelquefois notre monde se trouve trop peuplé à cause de la longue vie de ses habitants, et qu'il est presque exempt de guerre et de maladies, de temps en temps, nos magistrats envoient des colonies dans les autres mondes autour. Quant à moi, je fus commandé pour aller en celui de la terre et déclaré chef de la peuplade qu'on y envoyait avec moi. J'ai passé depuis en celui-ci pour les raisons que je vous ai dites. Et ce qui fait que j'y demeure actuellement sans bouger, c'est que les hommes y sont amateurs de la vérité, qu'on n'y voit point de pédants, que les philosophes ne se laissent persuader qu'à la raison, et que l'autorité d'un savant, ni le plus grand nombre, ne l'emporte point sur l'opinion d'un batteur en grange, si le batteur en grange résonne aussi fortement. Bref, en ce pays, on ne compte pour insensés que les sophistes et les orateurs. Je lui demandai combien de temps il vivait. Il me répondit 3 ou 4 000 ans et continua de cette sorte. Pour me rendre visible comme je suis à présent, quand je sens le cadavre que j'informe presque usé ou que les organes n'exercent plus leur fonction assez parfaitement, je me souffle dans un corps jeune, nouvellement mort. Encore que les habitants du soleil ne soient pas en aussi grand nombre que ceux de ce monde, le soleil toutefois en regorge bien souvent, à cause que le peuple, pour être d'un tempérament fort, chaud et remuant, ambitieux, et digère beaucoup. Ce que je vous dis ne doit pas sembler une chose étonnante, car, quoique notre globe soit très vaste et le vôtre petit, quoique nous mourions qu'après 4000 ans et votre après un demi-siècle, apprenez que, tout de même, qu'il n'y a pas tant de cailloux que de terre, ni tant d'insectes de plantes, ni tant d'animaux que d'insectes, ni tant d'hommes que d'animaux, qu'ainsi il ne doit pas avoir tant de démons que d'hommes, à cause des difficultés que se rencontre à la génération d'un composé si parfait. Je lui demandai s'il était des corps comme nous. Il me répondit que oui, qu'il était des corps, mais non pas comme nous, ni comme aucune chose que nous estimions telle, parce que nous n'appelons vulgairement corps que ce qui peut être touché, qu'au reste, qu'il n'y avait rien en la nature qui ne fût matériel, et quoiqu'ils le fussent eux-mêmes, ils étaient contraints, quand ils voulaient se faire voir à nous, de prendre des corps proportionnés à ce que nos sens sont capables de connaître. Je l'assurais que ce qui avait fait penser à beaucoup de monde que les histoires qui se contaient d'eux n'étaient qu'un effet de la rêverie des faibles, procédaient de ce qu'ils n'apparaissent que de nuit. Il me répliqua que, comme ils étaient contraints de bâtir eux-mêmes à la hâte des corps dont il fallait qu'ils se servissent, ils n'avaient bien souvent le temps de le rendre propre qu'à choir seulement dessous un sens. Tantôt l'ouïe comme les voix des oracles, tantôt la vue comme les ardents et les spectres, tantôt le toucher comme les incubes et les cauchemars, et que cette masse n'étant qu'air épaissie de telle ou telle façon. La lumière, par sa chaleur, les détruisait, ainsi qu'on voit qu'elle dissipe un brouillard en le dilatant. Tant de belles choses qu'il m'expliquait me donnèrent la curiosité de l'interroger sur sa naissance et sur sa mort. Si au pays du soleil, l'individu venait au jour par les voies de génération, et que s'il mourait par le désordre de son tempérament ou la rupture de ses organes. Il y a trop peu de rapport, dit-il, entre vos sens et l'explication de ces mystères. Vous vous imaginez, vous autres, que ce que vous ne sauriez comprendre est spirituel, ou qu'il n'est point. La conséquence est très fausse, mais c'est un témoignage qu'il y a dans l'univers 1 million peut-être de choses qui,
pour être connu, demanderait en nous 1 million d'organes tous différents. Moi, par exemple, je conçois par mes sens la cause de la sympathie, de l'aimant avec le pôle, celle du reflux de la mer, ce que l'animal devient après la mort. Vous autres ne sauriez donner jusqu'à ces autres conceptions à cause que les proportions à ces miracles vous manquent. Non plus qu'un aveugle né ne saurait s'imaginer ce que c'est que la beauté d'un paysage, le coloris d'un tableau, les nuances de l'iris, ou bien il se figurera tantôt comme quelque chose de palpable, tantôt comme un manger, tantôt comme un son, tantôt comme une odeur. Tout de même, si je voulais vous expliquer ce que je perçois par les sens qui vous manquent, vous les représenteriez comme quelque chose qui peut être ouï, vu, touché, fleuré ou savouré. Et ce n'est rien cependant tout cela. Il n'en était pas là. De son discours, quand mon bateleur s'aperçut que la chambrée commençait à s'ennuyer de notre jargon qu'il n'entendait point, et qu'il prenait pour un grognement non articulé, il se remit de plus belle à tirer ma corde pour me faire sauter jusqu'à ce que les spectateurs, étant saouls de rire, et d'assurer que j'avais presque autant d'esprit que les bêtes de leur pays, ils se retirèrent à leur maison. J'adoucissais ainsi la dureté des mauvais traitements de mon maître par les visites que me rendait cet officieux démon. Car de m'entretenir avec d'autres, outre qu'il me prenait pour un animal des mieux enracinés dans la catégorie des brutes, ni je ne savais leur langue, ni eux n'entendaient pas la mienne. Et jugez ainsi quelle proportion. Vous saurez que 2 idiomes sont usités en ce pays. L'un sert aux grands, l'autre est particulier pour le peuple. Celui des grands n'est autre chose qu'une différence de ton non articulé, à peu près semblable à notre musique, quand on n'a pas ajouté les paroles. Et certes, c'est une invention tout ensemble bien utile et bien agréable, car quand ils sont las de parler, ou quand ils dédaignent de prostituer leur gorge à cet usage, ils prennent tantôt un luth, tantôt un autre instrument, dont ils se servent aussi bien que de la voix à se communiquer leurs pensées. De sorte que, quelquefois, ils se rencontreront jusqu'à 15 ou 20 de compagnie, qui agiteront un point de théologie, ou les difficultés d'un procès, par un concert le plus harmonieux dont on puisse chatouiller l'oreille. Le second, qui est en usage chez le peuple, s'exécute par les trémoussements des membres, mais non pas peut-être comme on se le figure, car certaines parties du corps signifient un discours tout entier. L'agitation, par exemple, d'un doigt, d'une main, d'une oreille, d'une lèvre, d'un bras, d'une joue, feront chacun en particulier une oraison ou une période avec tous ses membres. D'autres ne servent qu'à désigner des mots, comme un pli sur le front, les divers frissonnements des muscles, les renversements des mains, les battements de pieds, les contorsions de bras, de façon qu'alors qu'ils parlent, avec la coutume qu'ils ont prise d'aller tous nus. Leurs membres, accoutumés à gesticuler leur conception, se remuent si drus qu'il ne semble pas d'un homme qui parle, mais d'un corps qui tremble. Presque tous les jours, le démon me venait visiter et ses miraculeux entretiens me faisaient passer sans ennui les violences de ma captivité. Enfin, un matin, je me vis entrer dans ma loge un homme que je ne connaissais point, qui, m'ayant fort longtemps léché, m'engueula doucement par l'aisselle, et de l'une des pattes dont il me soutenait de peur que je ne me blesse, me jeta sur son dos, où je me trouvais assis si mollement et si à mon aise
qu'avec l'affliction que me faisait sentir un traitement de bête, il ne me prit aucune envie de me sauver. Et puis ces hommes-là qui marchent à 4 pieds vont bien d'une autre vitesse que nous, puisque les plus pesants attrapent les cerfs à la course. Je m'affligeais cependant, outre mesure, de m'avoir point de nouvelles de mon courtois démon. Et le soir, de la première traite, arrivé que je fus au gîte, je me promenais dans la cuisine du cabaret en attendant que le manger fût prêt. Lorsque voici mon porteur, dont le visage était fort jeune et assez beau, qui me vient rire auprès du nez et jeta à mon col ses 2 pieds de devant, après que je l'eus quelque temps considéré. « Quoi ?» me dit-il en français. « Vous ne connaissez plus votre ami ?» Je vous laisse à penser ce que je devins alors. Certes, ma surprise fut si grande que dès lors, je m'imaginais que tout le globe de la lune, tout ce qui m'y était arrivé et tout ce que j'y voyais, n'était qu'enchantement. Et cet homme bête, qui m'avait servi de monture, continua de me parler ainsi. Vous m'aviez promis que les bons offices que je vous rendais ne vous sortiraient jamais de la mémoire. Moi, je lui protestais que je ne l'avais jamais vu. Enfin, il me dit « Je suis ce démon de Socrate qui vous est diverti pendant le temps de votre prison. Je partis hier selon ce que je vous avais promis pour aller avertir le roi de votre désastre et j'ai fait 300 lieues en 18 heures car je suis arrivé séant à midi pour vous attendre, mais, l'interrompis-je, comment tout cela se peut-il faire, vu que vous étiez hier d'une taille extrêmement longue et qu'aujourd'hui vous êtes très court, que vous aviez hier une voix faible et cassée, et qu'aujourd'hui vous en avez une claire et vigoureuse, qu'hier enfin vous étiez un vieillard tout chenu, et que vous n'êtes aujourd'hui qu'un jeune homme? Quoi donc? Au lieu qu'en mon pays on chemine de la naissance à la mort, les animaux de celui-ci vont-ils de la mort à la naissance? Et rajeunit-on à force de vieillir? Sitôt que j'eus parlé au prince, me dit-il, après avoir reçu l'ordre de vous amener, je sentis le corps que j'informais si fort atténué de lassitude que tous les organes refusaient leur fonction. Je m'enquis du chemin de l'hôpital. J'y fus et, dès que j'entrai dans la première chambre, je trouvai un jeune homme qui venait de rendre l'esprit. Je m'approchai du corps et, feignant d'y avoir reconnu quelques mouvements, je protestai à tous les assistants qu'il n'était point mort, que sa maladie n'était pas même dangereuse, et adroitement, sans être aperçu, je m'inspirai dedans par un souffle. Mon vieil cadavre tomba aussitôt à la renverse. Moi, dans ce jeûne, je me levai. On cria miracle, et moi, sans arraisonner personne, je recourus promptement chez votre bateleur, où je vous ai pris. Il m'en eût compté davantage si on ne nous fût venu quérir pour nous mettre à table. Mon conducteur me mena dans une salle magnifiquement meublée, mais je ne vis rien de préparé pour manger. Quel magnifique voyage avec Cyrano de Bergerac! Nous continuerons ce chef-d'œuvre dans une prochaine édition de Voyage au bout de la nuit. Bien sûr, n'oubliez pas le hashtag VBN pour nous faire parvenir des récits ou alors des suggestions. Je continue dans mes bafouilles, hein, vous voyez ça, je continue. Donc je disais, si vous voulez nous suggérer des chefs-d'œuvre aussi, nous les attendons bien sûr. Je vous souhaite de jolis rêves. Je vous embrasse tous. À très bientôt. Ciao.